Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler de la prochaine version de PHP, c'est-à-dire PHP 7. Donc comme la nouvelle version sort prochainement, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous présenter un peu ses principales nouveautés. Évidemment, je ne vais pas faire un listing bête et méchant de tout ce qu'apporte PHP, c'est pour ça que je ne vais présenter uniquement celles qui trouvent un intérêt à mes yeux. Voilà, si vous cherchez de toute façon la liste de tous les changements, je vous invite à aller sur le site de php.net et vous trouverez là-bas toutes les RFC nécessaires sur le langage PHP 7. Je mettrai même sûrement un lien dans la description de cette vidéo. De même, il est possible qu'il y ait de grandes fonctionnalités que je n'ai pas forcément abordées dans cette vidéo, tout simplement parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, elles ne sont pas encore acceptées. Elles font toujours l'objet de discussions, de votes, etc. Donc pour le moment, elles ne sont pas sûres d'être implémentées, du coup je n'en parle pas. Tout ce que je vais parler aujourd'hui, par contre, est inclus, c'est sûr, ça a été voté, acté, etc. Ça sera dans PHP 7. Donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, la nouvelle version de PHP 7, ça a débuté quand même le 15 mars 2015. Il faut savoir qu'avant, je ne sais pas si vous le savez, mais on était en PHP 5.6. Il y avait une version 6 qui était à l'étude. Elle avait deux grandes volontés, c'était introduire les espaces de nommage, ce qui a finalement été ajouté avec PHP 5.3, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était faire de PHP un langage tout objet, et là-dessus il y a les grands acteurs du numérique qui ont freiné des cas de fer, qui ont fait non, c'est pas possible, ça casserait beaucoup trop de choses. Donc au final ils se sont fait on va repartir sur une nouvelle version, donc exit le PHP 6, place la PHP 7, et du coup ils ont commencé à travailler dessus à partir du 15 mars 2015 avec les rédactions des RFC. Depuis cette date jusqu'au 15 juin, ils ont fait des tests et ils ont implémenté cela. Et à l'heure actuelle, nous sommes en release candidate et ce jusqu'au 15 octobre. C'est-à-dire que vous pouvez déjà télécharger la version release candidate, l'installer et vous pouvez essayer de vous amuser avec cette nouvelle version de PHP. Évidemment, c'est une RC, donc évitez de le mettre sur des serveurs de prod. Mais voilà, si vous voulez déjà vous faire la main et un peu tester, ça peut être bien sympa. Enfin, dès le 16 octobre 2015, PHP 7 sera officiellement sorti et on pourra tous mettre à jour nos serveurs et ça va être génial. Donc la grosse nouveauté de PHP, le grand argument qui a été mis en avant, si vous vous y intéressez un peu, je pense que vous avez dû forcément le voir, c'était l'augmentation de la vitesse, notamment avec les CMS. Par exemple, là on a l'exemple des requêtes par seconde réalisées sur WordPress 3.6 et 4.1. On peut voir que finalement PHP 7 traite beaucoup plus de requêtes par seconde. Et également vous avez dû voir également cet autre graphique qui nous vient, si je me souviens bien, de la Zend Corporation, qui est jusqu'à quel point ce langage est capable de rendre de calculer une fractale de Mandelbrot. Là on parle cette fois de secondes, c'est la vitesse de rendu, donc plus c'est bas mieux c'est, et on peut voir que par rapport à d'autres langages, le PHP 7 est extrêmement rapide. Donc ça c'est mignon, c'est très important, c'est l'argument principal même de passer à la version PHP, mais c'est pas en fait ce qui va m'attirer dans cette vidéo. Là j'ai envie de dire c'est du technico-technique, c'est pas... c'est bien, c'est super bien, mais c'est pas ce qui va nous changer la vie à nous programmeurs. Voilà, je veux dire ça va pas changer notre manière de coder, simplement ça va être plus rapide, et ça c'est cool. Moi non, ce que j'ai vraiment envie de discuter dans cette vidéo, c'est de parler code, parce qu'après tout, je pense que sur cette chaîne, c'est des codeurs qui regardent, je suis un codeur, donc réellement, qu'est-ce que ça va me changer à moi? Donc tout d'abord, il y a quelque chose qui est bien sympa, c'est que maintenant on va pouvoir définir un type de retour pour nos fonctions. Par exemple, ici on a une classe article contrôleur, j'ai une fonction qui s'appelle getArticle, et comme vous voyez là, ici à la fin, j'ai un 2 points article, ça c'est pour dire que ça me retourne un article. Ça en fait c'est la nouvelle syntaxe pour me dire je veux un type de retour. Là par exemple j'ai une fonction getDateTime,
datetime, ça doit me retourner une datetime. Par contre, attention, ça doit forcément me retourner une datetime, c'est-à-dire que les nuls ne comptent pas. Ce ne sont plus des classes nullable. Il faudra préciser, donc avec un extend nullable. Le fait est que si vous définissez qu'il faut un datetime, vous ne pouvez plus retourner null, il faudra impérativement retourner un datetime. Ça c'est bien, je pense qu'on a énormément reproché à PHP que justement on ne pouvait pas maîtriser les types de retour et qu'on était obligé de les surveiller soi-même si on voulait le faire, ce que beaucoup de gens ne font pas. Quand on a une fonction, on récupère la sortie et si on veut vérifier la sortie, alors il faut regarder le type de la fonction, le type de notre variable de sortie, etc. Bref, c'est compliqué alors que là, c'est très simple. De toute façon, si cela n'est pas du même type que le type de retour attendu, dans ce cas, ça nous fait une erreur qui est catchable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre dans un try catch, ça va lever une exception. Et vous noterez que c'est une fatale erreur catchable. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, maintenant, toutes les fatales erreurs, c'est-à-dire les erreurs qui vous a littéralement planté le code, ça s'arrêtait, terminé, ça n'existe plus maintenant, ça devient des exceptions. C'est-à-dire que l'on va pouvoir les catcher, donc utiliser le try catch. Je pense que l'une des erreurs dont on avait énormément, c'est je prends une instance de PDO, je fais un query qui est censé me retourner des résultats et je fais un fetch après. Le problème c'est que si le query ne retournait aucun résultat, du coup ça nous retournait nul et du coup on avait un fetch sur non pas un objet mais un nul et on avait la fameuse erreur call to a member function of a non-object. Et bien cette fois, ça sera terminé, parce que ça c'est une fatale erreur, sauf que ici je peux très bien mettre un try catch, et ici ça ne va plus planter, mon code ne va plus s'arrêter, il va simplement aller dans le catch, et cette erreur va être récupérée dans une exception particulière qui s'appelle engine exception, et après on le traite exactement de la même façon qu'une exception, c'est-à-dire qu'on peut faire un e-flèche message. Il faut aussi savoir qu'on a des mots-clés qui sont devenus non plus réservés mais semi-réservés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'on va pouvoir réutiliser ces mots-clés pour nommer des fonctions ou des variables. Par exemple ici j'ai fait une classe collection que j'ai fait hériter de reaccess, countable et iteration aggregate, pardon. Mais ici vous pouvez voir que dans ma classe j'ai fait une fonction, j'ai redéfini une fonction qui s'appelle public function for each. De même, j'ai fait un public function list. De même que j'ai fait un public static function new. Maintenant, ces mots-clés ne sont plus privés. Avant, il était strictement interdit de le faire, puisque c'était des fonctions déjà implémentées et on ne pouvait donc pas appeler cela. Maintenant, c'est possible grâce à cette fameuse semi-réservation. D'autres exemples plus parlants, par exemple, lorsqu'on a une classe vue, si on veut inclure une vue, intuitivement on aimerait bien utiliser include. Sauf qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant. Maintenant nous pourrons. De même par exemple si je veux faire une constante continue égale true, avant continue c'était un mot-clé. C'était un mot-clé qui permettait de sauter le tour d'une boucle. Maintenant on peut très bien l'utiliser comme nom de constante. Parce que c'est un mot semi-réservé. En réalité, les mots semi-réservés, ce sont les mots que vous pouvez voir là, donc je ne vais pas forcément tous vous les lire, mais on peut retrouver le mot class par exemple, le mot constant, private, array, echo, voilà, globalement presque tous, pas tous, mais presque tous les mots clés que l'on pouvait retrouver dans PHP peuvent être réutilisés dans le cadre de fonctions. Autre nouveauté, les classes anonymes. Nous avions déjà les fonctions anonymes pour créer des fonctions à la volée. Et maintenant, dans la logique pour moi de l'évolution, on peut effectivement créer des classes anonymes. Par exemple, si j'ai un objet, je fais un truc getInterface, je n'ai pas défini mon interface en code, pas de problème, je peux la définir à la volée en faisant tout simplement un new class implement mon interface et je la définis comme cela.
De même que ici, je veux créer une instance de classe, sauf que bah, je n'ai pas défini ma classe, bah, pas grave, je fais un new, et ici je définis ma classe avec une fonction, voilà, je définis le constructeur, tout séparé, et après bah, je l'exécute tout simplement. Là encore, l'intérêt bah, est plutôt limité, mais au moins on a la possibilité de le faire. C'est vrai que moi-même, je n'utilise que rarement les fonctions anonymes, sauf en JavaScript, là je les utilise beaucoup, mais notamment avec jQuery, etc., on adore faire des fonctions anonymes. Mais c'est vrai qu'en PHP, j'ai rarement l'occasion de faire des fonctions anonymes, alors des classes anonymes, je ne vois pas pourquoi j'en aurais besoin, mais c'est possible, et peut-être que ça servira à solutionner quelques problèmes pour d'autres développeurs. C'est pas parce que pour moi je ne vois pas l'intérêt que c'est inutile. Un nouvel opérateur a vu le jour. Alors par contre là-dessus, il fait beaucoup parler de lui, mais moi personnellement, à titre personnel, je vois pas trop l'intérêt. C'est ce qu'on appelle le spaceship, c'est-à-dire que c'est un chevron ouvrant égal chevron fermant. Ça permet en fait de faire un comparatif entre deux variables. Littéralement, en fait, le comparatif est exactement le même que si vous faites un string, un str un CMP, donc un string compare, sauf que là, le string compare marchait que pour les strings, maintenant cela marche pour tout. L'idée est très simple, si A est plus petit que B, alors ça nous retourne -1, si A est égal à B, cela nous retourne 0, et si A est plus grand que B, cela nous retournera 1. En gros, cela peut littéralement se traduire par le code qui est ici, qui revient également au même que au code qui est là. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte comme optimisation? Bah, sincèrement, je sais pas. Parce que si j'ai envie de savoir si A est plus petit que B, bah, j'utilise juste le chevron ouvrant, tout simplement. Si j'ai envie de savoir si c'est égal, j'utilise juste le égal. Parce que si j'ai envie de comparer pour voir si par exemple A est plus petit que B, alors il va falloir que je fasse A spaceship B est égal à -1. Et enfin... non, enfin voilà, je suis perplexe face à cet opérateur, mais je sais pas, il a bien été mis en avant, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler, je sais pas ce que vous lui trouvez. Sûrement dans les commentaires vous allez me donner tort, mais n'hésitez pas à m'expliquer un usage que vous pourriez avoir avec cet opérateur, mais en plus pour moi c'est pas optimisé parce que imaginons que je veux comparer si A est supérieur à machin, il va quand même faire ce cas-là, alors que ce cas-là j'en ai absolument pas besoin. Enfin non, je sais pas. Et un autre opérateur qui lui est, je trouve, beaucoup plus utile, qui est le point d'interrogation, point d'interrogation. En fait, c'est très simple, c'est une nouvelle syntaxe qui vous permet de dire une variable, ici, vous mettez point d'interrogation, et la valeur que vous voulez mettre si la variable n'existe pas. Donc en fait, cela revient exactement à si vous faisiez un if iset A, alors retourne A, sinon tu me retournes ce que j'ai mis ici. Alors là-dessus, ça peut être très utile lorsque vous faites des formulaires et que parce qu'il y a une erreur ou quoi que ce soit, vous n'envoyez pas le formulaire et vous lui dites de modifier un peu ce qu'il souhaite faire, ce qu'il a mis dans le formulaire. Et ben avant, on faisait un if différent de empty $post le champ, alors mettre le champ, alors que là, on aurait tout simplement à faire un echo $post pseudo, interrogation, interrogation, rien. Et dans ce cas-là, bah, si j'ai une variable post pseudo qui existe, alors ma value va prendre cette valeur, et si elle n'existe pas, alors elle ne prendra rien. Cela peut être aussi utile, par exemple, avec une valeur par défaut. Par exemple, si dans le header de ma requête, j'ai le champ HTTP accept language qui me dit bah, quel langage il attend, je vais prendre ce langage-là, mais s'il ne me le renseigne pas ou s'il est vide, bah dans ce cas-là, je vais dire que la langue, bah c'est la langue française par défaut. Alors oui, alors ça a été un truc qui m'a surpris, et je l'ai pas cru quand je l'ai lu, je vous jure. Et je suis quand même allé je suis allé le tester tellement j'y croyais pas. Et il se trouve que ça marche. C'était réellement possible. On pouvait littéralement faire des classes
avec comme nom le nom d'un type. Littéralement, je pouvais faire une classe int, je pouvais faire une classe float, je pouvais faire une classe array, et moi ça m'a tué. Ici, voilà, je fais une classe int, je lui dis qu'elle a une valeur locale, et dans le constructeur, ça prend une variable, et j'attribue cette variable comme valeur à ma valeur locale. Et ici, bah, par exemple, je fais un int égale new int de 42, et pour lire, je prends mon int et je fais appel à l'attribut value. Et ça marche. Ça m'a tué, je savais pas, ça m'est jamais traversé l'esprit, et je suis surpris que ça marchait. Mais ça, c'est désormais interdit. Maintenant, il n'est plus possible de faire des classes avec des noms de type. Quand je dis nom de type, ce sont les mots que vous venez juste de voir apparaître sur l'écran, c'est-à-dire int, float, bool, string, true, false et nul. Alors, il n'y a pas que les types, parce qu'évidemment, true, false, ce n'est pas des types. Et d'ailleurs, nul non plus, ce n'est pas un type. Ce sont des valeurs que peuvent prendre certains types. Mais voilà, en tout cas, il est strictement impossible de créer une classe qui s'appelle true, créer une classe qui s'appelle string. Ça n'existera plus. Alors ça, c'est un petit changement. Le parseur JSON devient un nouveau moteur, un nouveau parseur qui s'appelle le JSON-D. Alors ça ne change strictement rien. Soyons clairs. Pourquoi je l'ai mis alors? C'est parce qu'en fait, la seule petite différence, c'est que ce parseur est libre. Et du coup, ça règle quelques problèmes pour ceux qui veulent utiliser PHP sur Linux, etc. Parce que vous savez, en termes de licence, ils ont des licences qui imposent que ça soit des licences libres. Et du coup, PHP, leur parseur, ils avaient un parseur JSON qui, lui, n'était pas libre. Du coup, voilà. Maintenant, c'est terminé. Ils ont un parseur qui est libre. Amis linuxiens, amusez-vous avec PHP. Et on corrige enfin ces petites erreurs de l'histoire, les petits reliquats, c'est-à-dire que maintenant le script langage égale PHP va disparaître. Vous saviez, on pouvait faire un script type PHP, comme on faisait par exemple un type texte JavaScript. Ça marchait. Maintenant, ça ne marchera plus. Et je trouve que c'est tant mieux. De même, si vous codiez en PHP, vous faisiez du PHP normal, classique, vous pouviez quand même, en allant dans le fichier php.ini, vous pouviez activer le ASP tag qui vous permettait d'utiliser les tags ASP, c'est à savoir chevron et pourcentage. Non, vous êtes en PHP, maintenant c'est terminé, vous n'aurez plus la possibilité d'ouvrir PHP en faisant appel au tag ASP. Vous faites de l'ASP, vous utilisez les tags ASP, vous êtes en PHP, vous utilisez les tags PHP. Tant mieux, plus de clarté. Après, je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout, mais c'est sûrement parce que c'est encore très implémenté, même si c'est pas bien. C'est que du coup, les tags chevron et point d'interrogation, et son raccourci, chevron point d'interrogation égal pour faire un écho, bah eux, ils continuent d'exister, il reste, et c'est dommage. Pour moi, j'aurais préféré que ça reste, qu'on supprime toutes ces versions alternatives et qu'on garde juste le chevron point d'interrogation PHP, la version traditionnelle pour quand on veut inclure du PHP. C'est dommage. Après, je peux comprendre aussi les problématiques qu'ils avaient, il faut savoir que c'est encore utilisé, il faut savoir que lorsqu'on faisait du code généré, je sais plus, c'était Dreamwave, ou non, il y avait une solution comme ça d'Adobe qui permettait de faire des sites web, et je me souviens, enfin moi j'avais détesté travailler avec ce truc, et le code PHP généré derrière était justement fait avec ces tags, enfin bref, c'est dommage, c'est pas grave, c'est pas ça qui va me tuer, c'est pas ça qui va les tuer. On enlève en tout cas des choses qui n'étaient pas très utilisées, qui étaient des bizarreries, comme je disais, des reliquats du passé. Et c'est tout ce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Alors vous êtes déçus, j'espère que vous avez pu voir un petit peu ce que nous réserve ce nouveau langage. Donc ne nous leurrons pas, la principale évolution, c'est le temps. Ils ont fait en sorte que l'exécution de PHP soit beaucoup plus rapide. Mais après voilà, moi je voulais
Je voulais justement montrer qu'il n'y avait pas que ça et qu'il y avait de nouvelles fonctionnalités niveau code qui allaient nous changer la vie à nous développeurs, et je voulais quand même vous les présenter. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été instructive, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.